Bonsoir à toutes et à tous. Puisque nous avons terminé les thermos de café, nous pouvons entamer la seconde table ronde de cet après-midi. Donc une table ronde consacrée aux sociétés civiles face à l'histoire. Je remercie tous les participants d'ores et déjà de leur présence et en particulier Monsieur Petrov qui donc est le principal d'entre nous, bonjour, qui va prendre la parole dans quelques instants. Alors, quelques mots introductifs. Je crois que c'est une table ronde très importante puisqu'il faut aborder la question de la façon dont les sociétés civiles affrontent aujourd'hui le discours historique et donc les interactions qui peuvent exister entre une société, pour ne pas dire civile, une société et son histoire, le rôle qu'elle peut jouer dans la diffusion et dans la place qu'elle accorde au discours historique. La société civile russe est garante de l'histoire du stalinisme. Elle n'est pas la seule, mais elle est évidemment un garant très important de cette histoire, et d'autant plus important que l'État russe refuse d'endosser cette fonction, on peut le dire aujourd'hui. Il se refuse à accepter que l'histoire pénale de l'URSS soit abandonnée à son peuple, soit confiée à son peuple. Il a peur de l'imputation des responsabilités, il a peur des responsabilités qui pourraient être mises à jour, quand bien même aujourd'hui, ce sont des responsabilités historiques et non plus des responsabilités juridiques immédiates, puisqu'on l'a dit, le temps des procès des dignitaires de l'époque est en partie prescrit, passé. Donc, nous allons revenir à l'occasion de cette table ronde sur différents points qui permettent de mettre en lumière les liens entre cette société civile et le rapport historique. Et puis, on va aborder, je crois, la question du procès, la question du jugement. Face à un pouvoir qui a peur du jugement historique, eh bien, la réponse, c'est le tribunal, ce sont les tribunaux. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans la Russie contemporaine, le pouvoir a porté cette question. C'est lui qui en a fait le choix, mais il a choisi de porter cette question devant les tribunaux pour ne pas affronter directement la société. Alors, on va commencer en donnant la parole à Nikita Petrov, donc là-haut présent, qui est historien de l'association Mémorial et dont la majeure partie des travaux portent sur les répressions staliniennes. Monsieur Petrov va nous parler des relations entre la société civile et l'historien, tel que lui-même a pu le vivre. Je vous remercie. La parole vous est donnée. Да, спасибо. Никита, пожалуйста. Спасибо. Мне выпала большая честь выступать первым. Иногда это просто, а иногда это сложно. Но предмет сегодняшнего разговора, он достаточно, конечно, объемный и серьезный. Гражданское общество в Советском Союзе не существовало. И понятно, что идеологический диктат не позволял людям просто-напросто открыто выражать свое мнение. И более того, можно было говорить публично только то, что дозволялось. В годы перестройки, в середине 80-х годов, ситуация, конечно же, стала меняться. И меняться в лучшую сторону. Все знаете историю перестройки, мне нет нужды об этом даже более подробно говорить. Скажу лишь только, что сам мемориал, то общество, которое я представляю и сегодня, и в котором состою, и имею честь состоять сегодня, оно как раз и появилось как реакция гражданского общества на многолетнюю ложь государства в отношении истории. Je vais parler le premier, c'est à la fois difficile et simple, surtout que on va traiter maintenant dans cette table ronde un très grand sujet, important et vaste. Donc je vais commencer par rappeler qu'il n'y avait pas de société civile en URSS. Il n'était pas possible d'exprimer de façon libre son opinion et on était même obligé d'exprimer l'opinion donc dans le cadre qui était autorisé. Et puis est venue la perestroïka à partir du milieu des années 80 qui a conduit à des changements, des améliorations. Et l'association Mémorial dont je suis membre et que je représente aujourd'hui constitue justement son apparition, sa naissance, c'est une réaction à ce mensonge qui avait dominé durant l'époque soviétique.
И понятно, что эта реакция, общественная реакция на советскую систему, она, конечно, ставила в центр внимания человека, потому что очень долгое время человек был неким винтиком советской власти. Мемориал как движение – это прежде всего поворот к человеку, к его правам, к ценности человеческой жизни и, конечно же, к истории репрессий, которые в Советском Союзе были огромные и чудовищные. Et donc cette réaction qui a consisté notamment à créer Mémorial, elle a conduit à mettre au centre de l'histoire et au centre de l'attention l'homme, l'individu, puisque c'était aussi une réaction au fait que jusque-là, l'individu était traité comme une sorte de petit rouage de la machine soviétique. Et or, nous, on a voulu se tourner vers l'individu, vers ses droits. On a voulu affirmer la valeur de la vie humaine. Et bien sûr, la question de répression était très directement liée à tout cela. И мемориал с самого начала поставил перед собой не только, я бы сказал, политические, правозащитные задачи, а главным образом задачу воссоздать правдивую историю, собрать документы о репрессиях, то есть сделать определенную историческую работу, которую в тот момент государство, советское государство, даже при Горбачеве, даже при перестройке, еще не готово было сделать и открыть всю правду. Et donc, dès le début de sa naissance, Mémorial a cherché non seulement et pas tant à défendre les droits humains ou à avoir un rôle politique, mais surtout et avant tout à raconter, reconstituer une histoire, une vérité et raconter une histoire véridique, notamment sur les répressions, et donc faire le travail que le gouvernement, y compris le gouvernement de Gorbatchev, n'était pas prêt à faire à ce moment-là. В 1991 году коммунистический режим окончательно рухнул, и мемориал оказался в очень выигрышной, я даже сказал бы, благоприятной обстановке. Открывались архивы, и представители мемориала могли посвятить себя по-настоящему исторической работе. Но мы не забывали и проблемы, связанные с образованием, и просветительской работой и, конечно же, соблюдением прав человека, потому что они неразрывно связаны с историей. Если нарушались права человека, если не извлечены уроки из истории, то нарушение прав человека продолжится. Отсюда вот эта триединая задача мемориала. Это историческая работа, правозащитный центр соблюдения прав человека и просветительская работа. Et donc, quand l'URSS a implosé en 1991, on peut dire que Mémorial s'est trouvé dans une situation favorable. Les archives s'ouvraient, il devenait possible de mener un véritable travail historien. Mais on n'a jamais oublié, on a continué, à côté de ce travail historien, on a continué à travailler dans le domaine des droits humains, puisque ça nous semblait très directement lié aussi à tout ce qui nous intéressait dans l'histoire. Et puis, il y avait aussi un troisième volet très important, c'est la vulgarisation de ces connaissances et le travail d'éducation. Но даже в 90-е годы, уже в отсутствие коммунистической диктатуры, обретение исторических фактов и историческая работа все-таки были еще затруднены. Не все архивы были открыты, не все архивные коллекции доступны, но мемориал собрал библиотеку, музей, архив, связанный с репрессиями, и выпустил очень много книг, работ, организовал сайт, где существует индекс репрессированных. Одним словом, мемориал взял на себя ту работу, которую должно было бы делать государство, если бы оно желало по-настоящему и глубоко преодолевать коммунистическое прошлое, коммунистическую диктатуру.
mais même dans les années 90, même donc une fois la dictature soviétique disparue, tout n'était pas facile pour mener ce travail historien. Toutes les archives n'étaient pas nécessairement ouvertes. Et alors, Mémorial a mené un travail très important en constituant ses propres archives, en constituant un musée, en menant un travail éditorial, en créant son site Internet. Donc, de fait, on a mené un travail que normalement aurait dû mener l'État s'il avait voulu faire ce travail sur son passé. И эта работа, эти результаты будут существовать независимо от того, какова будет дальнейшая судьба и мемориала, и России, по той простой причине, что это уже сделанная вещь. Хотя мы, конечно, продолжаем работу. С другой стороны, не так впечатляющие успехи в области соблюдения прав человека. Здесь, к сожалению, мы столкнулись с очень серьезной инерцией российского государства, которое постепенно сползает опять на репрессивные полицейские позиции, а сегодня уже и окончательно скатилась в это болото. Alors, et ça, tout ce travail qu'on a mené, ces résultats, ils resteront quel que soit le destin de Mémorial et quel que soit le destin de la Russie. Et par ailleurs, on continue à faire ce travail. La situation est en revanche beaucoup plus préoccupante avec les droits humains, puisque nous avons constaté tout de suite une sorte d'inertie de l'État russe par rapport à ces pratiques répressives héritées. Et puis cette inertie, elle s'est finalement transformée dans une détérioration permanente du respect de tout ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Et on est arrivé aujourd'hui à une véritable politique répressive. Ну, я еще об этом скажу пару слов, а сейчас продолжу. Результаты работы мемориала в исторической области стали вполне частью академической исторической науки России. И мемориал в этом отношении был первооткрывателем. С тех пор, когда были опубликованы первые результаты работы мемориала, в исторической науке России стало уже вполне возможным и понятным изучение прошлого, и более того, это стало, в общем, в определенной степени даже рутиной. Эта связь, собственно говоря, исторической науки с академической исторической науки с общественными потребностями, с общественными запросами, она как раз осуществляется и тогда осуществлялась очень часто через мемориальские структуры, то есть через такие структуры гражданского общества. А мемориал есть часть гражданского общества. Alors, je reviendrai encore à cette question des droits humains, mais là, je vais juste encore souligner que les résultats du travail historien de Mémorial, ils font partie de l'héritage ou du patrimoine académique, sachant que les travaux de Mémorial ont souvent été des véritables travaux pionniers, mais depuis, donc ces connaissances, ces savoirs construits par Mémorial ont été intégrés dans le savoir partagé par les historiens, et une partie de ces thématiques sont devenues une sorte de routine historienne. Mais il faut encore souligner que le lien entre la science académique, le monde universitaire, avec la société et donc la réponse des universités, du monde universitaire aux besoins exprimés par la société, donc ce lien, il s'est souvent fait par l'intermédiaire de Mémorial ou d'autres organisations affiliées à Mémorial. Но вот что удивительно, мы в Мемориале понимаем, задача историка – это, конечно же, не только просветительские задачи, это задачи еще и развития исторической науки. И как мы думаем, и как я думаю, историк прежде всего должен действовать, не оглядываясь на идеологическую конъюнктуру, которая в той или иной степени складывается в российском государстве. И у историка, безусловно, не может быть закрытых тем для изучения. И вот здесь мы очень сильно начинаем в последнее время расходиться с российским государством, которое видит утилитарную задачу исторической науки. Более того, даже наука историю не считает. Считает идеологической дисциплиной, которая должна решать вполне конкретную задачу – воспитывать грядущие поколения в духе патриотизма. Вот это возрождение новой идеологии в российском государстве
делает работу мемориала, конечно же, все сложнее и сложнее. Alors, nous, à Mémorial, on est convaincus que l'objectif et la tâche de l'historien, c'est à la fois la diffusion des connaissances, des savoirs historiques, mais c'est aussi l'accroissement du savoir historique et donc la pratique du métier historien. Et cette pratique du métier historien, elle doit être indépendante de la conjoncture idéologique et l'historien ne peut pas accepter d'avoir des thèmes interdits ou des domaines auxquels on ne peut pas toucher. Or, c'est ce dernier aspect qui pose de plus en plus de problèmes depuis quelques années, alors que l'État russe développe une approche très utilitariste de l'histoire. Et en fait, l'État russe ne reconnaît même pas l'histoire comme une science, une discipline scientifique, mais y voit uniquement un outil d'éducation patriotique et idéologique. Et ça constitue une barrière, un obstacle important pour le travail historien mené par Mémorial. Я не буду долго говорить и много о современной исторической политике России. Она по своей сути и лжива, и чудовищна. Это прежде всего агрессивная ксенофобия, вытаскивание из истории только тех фактов, которые государству и этой новой идеологии нравятся, и это, безусловно, умалчание о многих исторических фактах. В том числе, кстати говоря, и попытка, ну, скажем так, отбросить на периферию тему изучения репрессий и, собственно говоря, не поднимать вопрос о преступной сущности советской системы. Donc, je ne vais pas parler longtemps de la politique de l'histoire menée par les autorités russes. On peut la qualifier cette politique de mensongère et de xénophobe. Cette politique pratique une approche très sélective des faits. Elle ne prend que ce qui convient. Elle procède aussi à beaucoup de silencement. Et, entre autres, cette politique cherche à marginaliser les répressions. И тоже это, я могу просто сказать, что политика российского государства, она направлена сейчас на создание, я бы сказал, идеологического единомыслия в российском обществе, и это делается с помощью средств массовой информации, целенаправленного промывания мозгов и выстраивания барьеров и цензуры в том числе, что, в общем, конечно, является антиконституционным, а на мемориал навешиваются ярлыки иностранного агента, как и на многие другие некоммерческие организации, которые являются, собственно говоря, опорой гражданского общества. Donc, l'objectif de cette politique de l'histoire, c'est la création de ce qu'on pourrait appeler un consensus idéologique. Et ce consensus, consensus est une façon unique de penser. Elle se construit grâce aux médias, grâce à un véritable lavage du cerveau, la censure, qui sont tous des mesures anticonstitutionnelles. Et ça procède aussi par la désignation de Mémorial et d'autres associations faisant partie de la société civile, donc leur désignation en tant qu'agents de l'étranger. И сегодня не только Россия, но и мир переживает самый драматический момент, когда разделилось время на до войны и после войны. Но это после войны неизвестно еще в каком виде и как наступит. Но Россия погружается во мрак полицейского произвола. Россия погружается в абсолютно, я бы сказал, такую средневековую, лживую и в то же время очень агрессивную риторику. И в конце концов я могу сказать, что, конечно, мы в мемориале будем продолжать нашу работу. Даже после решения Верховного суда, да, действительно, Международный мемориал по решению суда должен быть ликвидирован. Но есть, собственно говоря, мысли, идеи архива мемориала, которые будут продолжать жить и действовать в тех формах, в которых мы найдем возможным, не нарушая решение суда, а, собственно говоря,
и не нарушая законов, но тем не менее продолжать историческую работу. Мы это будем делать, и я с удовольствием отвечу на вопросы, если они потом возникнут, и смогу более подробно, может быть, что-то осветить. Спасибо за внимание. Мне очень приятно видеть многих друзей здесь, в зале, и вам огромный поклон и спасибо. Alors, la Russie et le monde vivent un moment dramatique. Clairement, l'histoire s'est divisée sur avant et après la guerre. On ne sait pas encore de quoi cet après la guerre va être constitué. Il est clair que la Russie est en train de plonger dans une rhétorique qu'on pourrait qualifier de médiévale et de profondément mensongère. Cependant, nous, à Mémorial, on continue à travailler, y compris après la décision prononcée par la Cour suprême, donc qui nous liquide. Cependant, on a des idées, on a des archives, on a une volonté de continuer à les faire vivre, bien entendu, dans des formes qui respectent la loi russe. Donc merci beaucoup et ça nous fait très plaisir de voir beaucoup d'amis dans cette salle. Merci beaucoup à vous tous. Nikita, si vous restez avec nous, bien sûr, il y aura certainement des questions. Je vais d'abord passer la parole au prochain intervenant, Monsieur Niccolò Panciola, qui est donc historien, professeur à l'Université de Padoue et membre de Mémorial Italie. Donc, il a travaillé sur l'histoire nationale kazakh et le stalinisme. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mon français est un peu rougi, mais j'essaierai de parler en français. Le titre de cette journée fait référence à la mémoire européenne du stalinisme, mais le stalinisme a une histoire à la fois européenne et asiatique. Dans un instant, je parlerai du Kazakhstan, mais la dictature la plus puissante du monde aujourd'hui est issue d'un régime initialement calqué sur le régime stalinien. Je voudrais juste vous rappeler une fois de plus qu'il y a en ce moment en Chine des centaines de milliers de Ouïghours et Kazakhs enfermés dans des camps de rééducation, entre guillemets, une persécution de catégories entières de la société qui est parmi les plus proches des politiques staliniennes mises en œuvre au cours des dernières décennies. Mais maintenant, je vais parler du Kazakhstan. Comme a dit l'historienne Irina Sherbakova de Mémorial dans une interview récente, et ici ce sont les mots de Irina Sherbakova, à la fin des années 90, lorsque Mémorial a été fondé, nous pensions que la récupération de la mémoire de la terreur nous unirait dans les différentes parties de l'Union soviétique. Mais au lieu de cela, il nous a aussi divisés. Parce que ce soi-disant guerre de mémoire ont commencé bien avant l'arrivée au pouvoir de Poutine. Dans les cas où il était possible de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, le collaborationnisme et les compromis locaux ont disparu de la vue. Dans de nombreux cas, la Russie a été entièrement blâmée. Le réseau des militants de Mémorial dans les différentes républiques s'est ensuite effondré, en particulier dans les pays baltes et dans l'ouest de l'Ukraine. Dans la quasi-totalité de l'Asie centrale, les débats ouverts des dernières années de l'URSS ont très vite été clos par les despotismes locaux. Au Kazakhstan, cependant, l'histoire est différente dans une certaine mesure, mais eux aussi ont suivi leur propre chemin. Ils ont commencé à interpréter le goulag comme faisant partie d'une histoire plus longue de la colonisation. Et donc, au lieu de travailler tous ensemble, tout s'est écroulé. Nous nous sommes séparés et sommes partis dans des directions différentes. Fin de la citation. Aussi regrettable que soit cette division de la mémoire publique et du récit de l'histoire soviétique commune, je pense qu'elle était inévitable. Il est indéniable que les politiques staliniennes au Kazakhstan devraient aussi être légitimement décrites comme des politiques de colonisation et de russification, mise en œuvre aussi par le travail forcé et la migration de centaines de milliers d'autres victimes du régime, paysans, pour la plupart russes, déportés et travailleurs forcés du goulag.
Après qu'un tiers des Kazakhs ait été laissés mourir afin de nourrir les populations urbaines de Moscou et de Leningrad au début des années 30, avec la viande des animaux de la steppe kazakh, dans le cadre de la hiérarchie de la consommation stalinienne. Ekaterina Borisovna Kuznetsova est la journaliste qui, au Kazakhstan, a contribué plus que tous à récupérer les mémoires du goulag de Karaganda, qui était le centre du goulag au Kazakhstan, et une des plus importantes îles de l'archipel goulag soviétique, comme vous savez. Et récupérer la mémoire, c'est-à-dire récupérer l'histoire même de la ville, qui était née comme un camp du goulag. Ekaterina Borisovna a fait partie des fondateurs de Mémorial au Kazakhstan. Elle m'a parlé de réunions à Almaty, au cours desquelles les membres kazakhs de l'association faisaient pression pour que le Mémorial du Kazakhstan porte un nom différent, kazakh, tandis que d'autres, en particulier les non-kazakhs, il faut se rappeler qu'à la fin de l'URSS, la majorité de la population urbaine du Kazakhstan était encore non-kazakh. À l'issue de ces discussions, il a été décidé que la section de Mémorial au Kazakhstan s'appelait Adilet, justice en kazakh. Adilet était actif jusqu'il y a environ 10 ans, bien qu'il n'ait jamais eu la même importance que Mémorial en Russie. Au Kazakhstan, ceux qui ont le plus activement contesté le récit officiel du passé dans les années 90 et 2000, les militants nationalistes kazakhs, mécontents de la manque de volonté du part du pouvoir à adopter une vision plus ethno-nationale dans le discours public, se sont concentrés sur la question de la langue, tout en utilisant l'histoire de manière discontinue et superficielle. Et n'ont en tout cas pas effectué un travail systématique de préservation des documents ou de récupération de la mémoire comparable de loin à celui de Mémorial en Russie. La situation a partiellement changé seulement très récemment. Seuls 3 thèmes de l'histoire de la période soviétique au Kazakhstan ont joué un rôle dans le débat public du pays dans les dernières 30 années. Ce sont les 3 thèmes de la période stalinienne. L'histoire de l'intelligentsia démocratique et autonomiste kazakh pendant la révolution et la guerre civile, le parti Alash, coopté de force dans le projet soviétique dans les années 20 avant d'être exterminé dans les années 30. Deuxième, la grande famine de 1931-1933. Et troisième, la participation des Kazakhs à la victoire de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 2 premiers, en particulier, l'extermination de l'intelligentsia kazakh et la grande famine, ont été importantes pour les petits mouvements d'opinion politique nationalistes kazakhs qui ont été réprimés et marginalisés jusqu'à très récemment pour le pouvoir. Ce sont également les 2 seuls thèmes qui ont été utilisés à tort et à travers par le pouvoir pour légitimer l'indépendance du pays après 1991. Dans les années 2010, on a assisté à une résurgence de la mémoire publique du stalinisme et de la famine en particulier. Après une période d'oubli dans les années 90. Un monument aux victimes de la famine a été érigé dans la capitale Astana, rebaptisé plus tard Nur-Sultan. Ce tournant est lié à plusieurs facteurs. Le premier est le redressement du pays après la profonde crise économique des années 90. Le second, lié au premier, est le changement de génération. La moitié de la population du Kazakhstan a désormais moins de 30 ans et les jeunes Kazakhs urbains sont instruits, ils sont plus cosmopolites. Les histoires familiales transmises ont fini par trouver une génération éduquée de manière plus cosmopolite. La connaissance de l'anglais de la jeune génération, par exemple, n'est pas comparable à celle de la génération précédente. Et élevé dans un monde plus interconnecté, où les débats publics sur le Holodomor ukrainien ont trouvé un écho également et surtout à travers les nouveaux médias. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation du militantisme politique de la part d'acteurs indépendants qui ont su exploiter les nouveaux médias. Des personnalités libérales comme Dassim Satpaev et des nationalistes comme Jean-Balat Mamaï ont produit, il y a 3 ans,
2 documentaires sur la Grande Famine qui ont été visionnés par des centaines de milliers de personnes sur YouTube et par des milliers de spectateurs lors de projections publiques du film de Mamai que l'administration a sanctionné. Dosim Satpaev a arrangé la traduction en kazakh et en russe du livre de Sarah Cameron sur la famine, qui est devenu un best-seller au Kazakhstan. Satpaev et Mamai demandent au gouvernement pour qu'il reconnaisse la famine comme un acte de génocide au sens de la Convention des Nations Unies sur le génocide en 1948. Des fonds privés provenant d'hommes d'affaires kazakhs ont permis de publier ces dernières années d'impressionnantes collections de documents sur la famine et les répressions staliniennes. Ces publications ont été présentées dans des lieux institutionnels, mais l'État les a appropriées à contre-cœur. Au lieu de cela, le président Tokayev, comme son homologue ouzbek, a lancé une nouvelle campagne de réhabilitation des victimes de la terreur stalinienne qui n'avaient pas encore été touchées par les réhabilitations précédentes. En particulier, les milliers d'insurgés contre les politiques de collectivisation, de réquisition et de déportation de la fin des années 20 et du début des années 30. Des dizaines d'historiens kazakhs ont été mobilisés au sein des commissions financées par le gouvernement, des commissions étatiques, et depuis un an environ, pour la première fois depuis 30 ans, ils ont été autorisés, ces historiens, à accéder aux documents conservés dans les archives de l'ancien KGB. Il est difficile de ne pas y voir une réponse indirecte à la montée du chauvinisme officiel en Russie. Mais en même temps, cette nouvelle vague de réhabilitation peut être présentée comme une politique en continuité avec des politiques similaires mises en œuvre en Russie aussi dans le passé, et donc pas comme une décision antagoniste vers le Kremlin. Il n'est certainement pas possible pour le Kazakhstan de parler d'une invasion de la mémoire du goulag et des répressions, comme cela a été fait en référence aux politiques culturelles de Poutine à l'égard de Mémorial, avant et ensuite parallèlement aux politiques répressives, pour la simple raison que les autorités kazakhs n'ont pas permis aux organisations non gouvernementales de s'emparer comme elles l'ont fait en Russie dans les années 90 de la mémoire. Irina Sherbakova disait « Ils ont commencé à interpréter le goulag comme faisant partie d'une histoire plus longue de colonisation. » Cependant, le stalinisme était aussi autre chose. C'était aussi un projet d'inclusion autoritaire ou même totalitaire. Le stalinisme a construit une culture, c'est-à-dire un ensemble de normes sociales internalisées par les générations socialisées à l'époque, et une vision du monde particulière. Je voudrais citer ce que l'anthropologue britannique Caroline Humphrey a écrit sur les Bouriates. L'histoire de la collectivisation en Bouriatie, Humphrey a écrite il y a environ 25 ans, met en évidence la terrible et irréconciliable double face du stalinisme lui-même. D'une part, les politiques de Staline ont causé la mort injuste de milliers de personnes, en Bouriatie, de millions de personnes en général, et détruit la culture bouddhiste bouriate. D'autre part, les gens ont vécu leur vie à travers le stalinisme. Leurs pratiques et satisfactions quotidiennes, les règles qu'ils observaient, les carrières qu'ils planifiaient pour eux-mêmes et leurs enfants, ou le capital symbolique pour lequel ils se battaient, étaient tous englobés dans les structures initialement créées par l'État stalinien. Fin de la citation. C'est précisément cet autre aspect du stalinisme, l'inclusion de la population kazakh dans les institutions de l'État et son acculturation, qui fait qu'il existe toujours une résistance à une discussion ouverte sur cette période. Il y a 2 mois à peine, des historiens kazakhs qui siègent dans les commissions gouvernementales que j'ai mentionnées avant, chargées d'étudier les documents de KGB, m'ont fait part des pressions constantes exercées par des membres de la classe politique, des cercles universitaires ou de l'élite économique kazakh pour qu'ils ne divulguent pas les noms de leurs grands-parents et arrière-grands-parents qu'ils trouvent dans les documents. C'est précisément la nativisation de l'État, la présence de nombreux Kazakhs parmi les bourreaux, et pas seulement parmi les victimes du stalinisme, et l'absence d'une lustration
impossible au Kazakhstan dans les années 90, qui rend le débat public sur la violence d'État si problématique dans les pays. Et c'est précisément parce que le régime de Nazarbayev, et après de Tokayev, mais aussi de Nazarbayev encore, n'a pas procédé à une nationalisation post-soviétique qui rendait les Russes responsables de tous les maux, comme ce fut le cas pour les États baltes, par exemple, que le récit du stalinisme en tant que colonisation n'est pas devenu entièrement hégémonique. Merci. Pour votre intervention et ce timing absolument parfait. Je passe la parole sans plus attendre à Ilya Nouzov, qui est responsable de la FIDH pour le secteur Europe orientale et Asie centrale, et aussi membre de Mémorial. Il a été à l'initiative du rapport de la FIDH sur les crimes contre l'histoire, et c'est sur cette base qu'aujourd'hui vous allez prendre la parole. Merci à vous. Merci, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je me sens privilégié d'avoir la parole, surtout sachant que je suis probablement le seul participant à cet événement qui n'est pas historien et qui n'a pas soutenu sa thèse de doctorat. Mais je vous avoue que j'ai commencé à rédiger il y a presque 10 ans à l'Université de Genève sur la question de la justice transitionnelle en Russie. Pour ceux et celles d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas ce terme, la justice transitionnelle désigne un ensemble de mécanismes que les États utilisent pour surmonter les conséquences des violations graves des droits humains commises par les régimes précédents. Et donc, étant originaire de la Russie soviétique, j'étais très contrarié face à la question suivante. Pourquoi la Russie s'est-elle écartée de la voie démocratique? Est-ce que les choses auront été différentes si la Russie avait jugé les auteurs de crimes soviétiques et avait procédé à la lustration que mon collègue vient de mentionner, de l'ancien personnel de KGB, payer des réparations aux victimes de crimes stalinistes et ouvert toutes les archives, lancé des initiatives commémoratives comme le fait Mémorial International. En autres termes, je voulais savoir s'il est vrai qu'en ne traitant pas les abus de passé, ils ont le potentiel de se reproduire dans l'avenir. Malheureusement, aujourd'hui, on a les réponses à cette question. Donc, au cours de mes recherches, dont une partie s'est déroulée en Russie à Mémorial International, j'ai acquis la conviction comme toute la société mémoriale, que l'une des principales raisons de l'absence de traitement de passé soviétique criminel était due à la continuation des élites politiques de la fin de période soviétique dans les institutions de la Russie moderne. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le dirigeant de la Russie aujourd'hui, Poutine, était ancien officier de KGB, mais même les démocrates comme Gorbatchev et Yeltsin, on était dans la partie communiste. Et donc, c'est pour ça que le régime actuel n'a aucun véritable intérêt d'assumer les violations massives des droits humains qui ont caractérisé les périodes soviétiques. En fait, il y a des efforts concertés déployés surtout depuis 2008 pour employer l'histoire comme un outil de construction de l'identité nationale et de la consolidation de pouvoir politique en s'appuyant sur les aspects historiques et les aspects historiques positifs du passé soviétique, et notamment, bien sûr, la victoire de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale. Et cela se fait par plusieurs méthodes, donc notamment l'adoption de ce qu'on appelle les lois mémorielles qui perpétuent un certain récit historique de passé. Donc vous avez tous à présent probablement entendu parler de fameux article 354 du Code pénal russe qui criminalise l'exonération de nazisme. Plus précisément, la négation des faits établis par le tribunal de Nuremberg, la diffusion d'informations fausses sur les actifs, ça veut dire l'information vraie
des activités de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, les insultes envers les symboles de l'Union soviétique et de la gloire militaire et également les insultes des vétérans de guerre sont interdits. Très récemment, cet article a été modifié pour restreindre l'établissement des parallèles entre les actions d'Allemagne nazie et de l'Union soviétique. Et en fait, ce narratif historique a été repris dans la Constitution, les amendements de la Constitution qui ont été adoptés en 2020. Et donc, la manipulation de l'histoire a également été réalisée par des campagnes massives de propagande et des informations historiques, ainsi que par des initiatives institutionnelles visant à glorifier la victoire et à marginaliser les crimes soviétiques. Vous connaissez peut-être l'établissement de la création de sociétés historico-militaires de la Russie, dont le dirigeant est le chef de conseil de sécurité de la Russie. Совет безопасности, oui, c'est ça. Naryshkin, Sergei Naryshkin. Et dans le même temps, l'identification des victimes et des auteurs des crimes est devenue de plus en plus difficile, ce qui a été mentionné déjà par Nikita Petrov, en raison de l'adoption des lois qui restreignent le travail de la société civile, des organisations de la société civile comme Mémorial, et notamment par les fameuses lois agents étrangères, des campagnes de déformation contre les historiens, de la censure de travaux universitaires, des poursuites arbitraires d'historiens comme Yuri Dmitriev, qui est maintenant en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il s'agit de crimes sexuels par rapport aux mineurs, qui va rester en prison malheureusement, il semble, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, quand j'ai quitté le monde académique et j'ai rejoint le FIDH, j'ai pris avec moi ces recherches et ces idées. Et nous avons pensé qu'il était important de montrer que ces abus de l'histoire ne servent pas seulement à légitimer les élites actuelles et à justifier certaines politiques internes et étrangères, mais qu'ils se traduisent aussi, et plus principalement, par des violations très concrètes des droits humains à l'encontre de ceux qui cherchent à obtenir une évaluation honnête de l'histoire soviétique de leur pays, de ceux qui veulent identifier les victimes et commémorer les millions de victimes de Goulag, de ceux qui représentent des victimes devant les tribunaux pour obtenir des réparations. En bref, ceux qui veulent s'assurer que la Russie ne suit pas la voie de la violence arbitraire de l'État, mais recherche la vérité et la responsabilité afin que la violence de l'État ne se reproduise pas. Et bien sûr, la société civile russe a été la plus touchée par ces attaques. Et donc, le livre qui peut-être a été déjà mentionné aujourd'hui d'Antoun, l'historien belge Antoun de Baetz, de 2019, qui s'appelle Crimes Against History, Crimes contre l'histoire, a fourni une bonne prisme, un cadre analytique pour analyser les violations des droits humains liées à l'histoire. Donc, il s'agissait de regroupement de toutes les attaques contre les historiens et tous il appelle les producteurs de l'histoire, producers of history. Et ça inclut évidemment les ONG, les journalistes, les activistes, tout ce qui travaille avec l'histoire, notamment l'histoire soviétique. Et donc en 2020, le FIDH a réalisé un rapport qui s'appelle Russie, crimes contre l'histoire. J'ai quelques copies ici, donc si vous voulez obtenir une copie, vous êtes bienvenus. J'ai quelques copies, malheureusement qu'en russe et anglais. Le français, on avait beaucoup, mais comme on est en France, ils étaient pris tout de suite. Mais il est disponible ici sur notre site web dans 3 langues. Et donc, c'est le rapport qui est basé, entre autres, sur les entretiens que nous avons menés avec ceux qui travaillent en Russie sur les questions de mémoire historique, donc les historiens, chercheurs, journalistes, activistes
Donc plusieurs qui travaillent avec Mémorial, c'est Елена Жемкова, Irina Flige, Sergei Prudovsky, Marina Galtsova, mais aussi les journalistes comme Sergei Parkhomka qui a créé l'initiative qui s'appelle Dernière Adresse. Et donc, le rapport détaille de manière exhaustive toutes les violations. Donc, c'est un genre d'instrument d'accusation contre l'État russe, en fait, qui détaille les violations et les analyses en termes de droit international, de droits humains, et on fournit des recommandations qui, bien évidemment, ne vont pas être suivies par l'État, mais c'était tout dans le but de soutenir les historiens indépendants, les militants, les journalistes et les partenaires comme Mémorial dans ce contexte le plus hostile pour la société civile. Et donc, je vais juste parler très brièvement des principales constatations de ce rapport. Nous avons identifié les violations des droits humains suivantes. Tout d'abord, c'est liberté d'expression. C'est le droit qui est le plus touché, notamment par les lois mémorielles, les restrictions de l'accès à l'information, donc l'accès aux archives. En fait, entre 16 entretiens qu'on a fait, 10, on a identifié l'accès aux archives comme le principal obstacle à leur travail. Il faut aussi mentionner qu'il y a en droit international maintenant le droit à la vérité. Donc, le droit à l'accès aux archives, ça n'appartient pas qu'aux individus, ça appartient aussi à la société. Ça veut dire que la société entière a le droit de savoir son passé, l'histoire du pays, l'histoire répressive. Les autres droits qui ont été touchés, liberté d'association, liberté de réunion, notamment par les restrictions des événements publics, y compris un mémorial, et aussi les interruptions de ces événements par les personnes privées. Il faut bien noter que l'obligation de l'État de respecter le droit à l'association et réunion inclut aussi l'obligation de prévenir les attaques par personnes privées. Aussi le droit au travail, parce que plusieurs historiens ont été expulsés de leur faculté. Droit à la liberté, il y a plusieurs arrestations arbitraires des producteurs d'histoire. Droit à un procès équitable, comme vous savez bien, il n'y a pas de judiciaire indépendant en Russie, c'est que l'extension du pouvoir exécutif, etc., etc. Donc, je vais juste conclure en disant que ce qui s'est passé depuis, en parlant très brièvement de ce qui s'est passé depuis la publication du rapport en 2020, donc malheureusement, on peut constater que depuis la publication, les choses ont considérablement empiré au-delà de nos attentes les plus pessimistes. Donc, on est prêt de rédiger un deuxième rapport, Crime contre l'histoire 2. Je pense que c'est absolument crucial de comprendre que la mémoire historique du passé soviétique n'est pas seulement le moteur de la politique intérieure de l'État, mais elle sous-tend également la politique étrangère de la Russie, ce que nous voyons dans la rhétorique de Poutine et de sa machine de propagande. Donc les références incessantes aux nazis et la dénazification de l'Ukraine sont conformes au récit historique cultivé toutes ces années par la Russie. Et la dénazification est la principale justification de l'invasion de l'Ukraine. Sur le plan intérieur, la loi interdit la comparaison, il y a de nouvelles lois qui interdisent la comparaison entre les actions de nazis de Troisième Reich allemand et les dirigeants soviétiques. Et il existe désormais des lois qui interdisent la remise en question de l'opération, ce qu'ils appellent l'opération militaire ou la diffusion de fake news, donc lire encore vérité sur l'invasion. Et enfin, nous savons aussi que les organisations qui travaillent sur les questions liées à la mémoire historique ont été liquidées, notamment Mémorial International. Nombreux défenseurs des droits de l'homme qui s'opposent à la guerre ont été détenus ou harcelés. Donc les perspectives sont mauvaises, mais en tant que défenseur des droits de l'homme, des droits humains, qui a besoin d'un certain niveau d'optimisme pour faire son travail,
je dirais que je crois que la justice prévaudra et la justice transitionnelle arrivera en Russie. Merci. Merci beaucoup, Ilia, c'était très clair. Je passe sans plus tarder la parole à Natalia Morozov, qui est donc juriste à Mémorial et qui a contribué à la défense de Mémorial International et de Mémorial Centre des droits humains devant les tribunaux. Son intervention va donc porter sur le rôle des juristes et sur les raisons qui peuvent motiver les membres de l'association à se défendre aussi devant les tribunaux. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Donc, on m'a demandé de parler de tribunaux, de procès de liquidation de deux mémorials, Mémorial International et Mémorial Centre des droits humains. Et donc, cette liquidation a commencé en juillet 2012, quand la législation contre les agents étrangers était adoptée. Et le 17 novembre 2012, la loi entrait en vigueur. Et c'est là où commençait l'histoire des NGO, ONG, agents étrangers. Premièrement, cette législation était adoptée seulement pour ONG. Maintenant, c'est à partir de l'an 2020, aussi les médias et même les personnes physiques peuvent déclarer agents étrangers. Mais au début, c'était que des organisations au but non lucratif. Et pour être déclaré agent étranger, il y avait deux conditions. Donc, première, c'est financement étranger. Et deuxième condition, c'était activité politique. Et en fait, toutes les deux conditions sont très, très vagues parce que, comme financement étranger, une fois, c'était pris la donation de 270 roubles, c'est moins de 4 euros, de citoyens de Moldavie. Et plus récemment, une journaliste a été déclarée agent étranger à cause de transfert de son propre compte en euros, quelques euros à son compte en roubles. Ou l'autre activiste était déclaré agent étranger à cause de transfert d'argent, aussi genre de 200 roubles, d'étudiants marocains qui fait ses études en Russie et donc qui l'a rendu genre une dette. C'est comme ça. Donc, tous peuvent être prises comme financement étranger. Quant à l'activité politique, c'est aussi très, très vague. Donc, même l'interview de juristes, de l'avocat à médias où il traite des questions purement professionnelles peuvent être déclarées l'activité politique. Donc, Mémorial Centre des droits humains était une des premières ONG qui était déclarée ONG agent étranger. C'était 21 juillet 2014. Mais même avant ça, en février 2013, 11 organisations, 11 ONG russes portaient plainte auprès de Cour européenne des droits de l'homme en disant que cette législation est discriminatoire et sa limite, c'est la liberté de la parole et la liberté de l'association. Cette plainte était communiquée, c'est-à-dire la Cour européenne a commencé à analyser la plainte en février 2017. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est encore suspendu.
Mémorial International était déclaré l'agent étranger le 4 octobre 2016. L'obligation, le devoir des ONG agents étrangers, une des devoirs plus connus et plus durs, c'est de mettre l'étiquette qui disent que cette information ou ce matériel est fait ou diffusé par l'organisation qui joue le rôle d'agent étranger. D'abord, c'est faux. Et le mot agent étranger, on était trouvé très juste, comme dit ma collègue tout à l'heure, Daniel Belenson. Dans la Russie, ça a toujours fait penser aux espions, aux cinquièmes colonnes, aux ennemis de peuple. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas cette étiquette. Mais en plus, cette obligation était très vague parce que d'abord, on ne nous a demandé que de mettre cette étiquette que sur le site officiel de l'organisation. Et on l'a fait en 2016. Et après ça, le ministère de la Justice a dit que ça va, c'est bon. Donc, on n'a pas de... Vous avez fait tout ce qu'il faut selon la loi, donc ça va. Mais en 2009, on avait de nouveaux soucis. 2019, pardon. Parce qu'en mois de mars 2019, en Ingouchetie, une petite république de Caucase du Nord, il y avait des manifestations. Et après cette manifestation, il y avait beaucoup d'amendes, beaucoup d'arrestations et quelques procès pénals. Et Mémorial, ainsi qu'une ONG qui s'appelle Initiative de droit, Pravava Initiative, qui est liquidée Russie, déjà. Donc, ces deux ONG participaient beaucoup à l'aide juridique des militants ingouches. Et c'était en été 2019. Et même en juillet 2019, au bureau de ONG Initiative de droit, il y avait, tous les bureaux de cette ONG étaient persécutés. Et en même temps, le FSB d'Ingushetia a envoyé le signal au service fédéral de contrôle de médias, ce qu'on appelle Roskomnadzor ou Roskompazor, comme on dit. Donc, ils ont signalé que Mémorial ne suit pas la loi des agents étrangers et ne met pas l'étiquette correcte. Donc, c'est-à-dire, il ne met pas l'étiquette sur les pages de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc, c'était vrai parce qu'on n'était pas au courant qu'on avait dû mettre l'étiquette là-bas aussi. Mais maintenant, on dit qu'on doit mettre les étiquettes non seulement sur la page, mais sur tous les posts et même sur tous les commentaires écrits par Mémorial. Enfin, donc, mais comme FSB d'Ingushetia, comme beaucoup de monde a confondu Mémorial International et Mémorial Centre des droits de l'homme, donc c'est parmi 10 pages, 6 pages appartenaient à Mémorial International. Donc il n'y a fait rien de mal à FSB d'Ingushetia. Mais on avait vingtaine de procès verbaux et il y avait... on avait reçu, les deux organisations ont reçu l'amende de 5 millions de roubles, même plus.
c'est vraiment beaucoup pour ONG, mais on a réussi de payer tout ça grâce aux particuliers qui a fait des donations de 200 roubles, 300 roubles pour nous soutenir. Et on a payé tout ça à l'État. Mais en 2021, ça a donné au parquet la raison de dire que les deux mémorials enfreignent la loi répétitivement et gravement, et que ça doit être liquidé. Donc, quand on a reçu ces plaintes de parquet, on a bien compris que le sort des deux mémorials est décidé. Et ce n'était pas décidé au tribunal, c'est décidé quelque part ailleurs. Mais par contre, on était quand même un peu étonné par la bas qualité de ces plantes. Parce que, par exemple, dans cette plante, le parquet disait que Mémorial enfreint la Convention des droits de l'homme et la Convention des droits d'enfants, tandis que donc, toutes les conventions sont signées par l'État et le sujet de ces conventions, ce sont d'État, et tous les juristes savent que c'est que les États qui peuvent enfreindre cette convention et pas Mémorial, c'est pas l'État, ils ne peuvent pas violer la convention. Et des fautes comme ça, il y en avait beaucoup dans ces dizaines de pages. Et aussi, par exemple, dans la plainte contre le Mémorial du Centre des droits humains, il y avait aussi il disait aussi que Mémorial justifie terrorisme, voire extrémisme. Et cela nous paraissait un peu dangereux quand même, parce que comme ça, les directeurs de Mémorial risquaient procès en pénal. Et donc, pour prouver ça, le parquet a fait l'expertise psycholinguistique. Comme linguiste, ils ont pris une dame qui est prof de maths au collège, et comme non, c'est psychologue, pardon. Et comme linguiste, c'était un traducteur de l'allemand. Et tous les deux sans aucun dossier scientifique, ni pas du tout connu au milieu ni linguistique ni psychologique. Mais c'était à la base de la plainte de parquet. Et nous avons fait l'expertise de l'expertise par des vrais psychologues et des vrais linguistes qui disaient que c'est nul comme expertise. Et aussi, on a fait faire le vrai expertise psycholinguistique de textes d'auteur, de textes donc par le parquet, qui disait qu'il n'y a pas de... et cette expertise-là, elle disait qu'il n'y a pas de justification de terrorisme et extrémisme. Et heureusement pour nous, à la décision finale du tribunal de Moscou, il n'y avait pas un seul mot de terrorisme ni extrémisme. Donc, nous pensons que c'est notre victoire. Mais quand même, on a perdu la bataille. Le 28 pour le mémorial international, le 28 décembre pour le mémorial international et 29 décembre pour mémorial Centre des droits humains. Mais comme j'ai dit qu'on a déjà posé plainte auprès de Cour européenne, en même temps, on a s'adressé à la Cour européenne en demandant l'adoption de l'article 39 de règlement de la Cour qui s'appelle mesures provisoires. Et normalement, elle l'utilise pour les gens en danger,
comme les gens torturés ou les gens qui n'ont pas accès aux médicaments en prison, par exemple. Et donc, dans ce règlement, la Cour dit à l'État qu'il faut sauver les gens. Normalement, ça s'utilise pour des personnes physiques. Et c'est exceptionnel que ça a été utilisé pour organisation. Et nous avons reçu cette règle de 39 le même jour qu'a été prononcée la décision du tribunal de Moscou pour Mémorial Centre des droits humains. Et bien sûr que on a fait on a présenté ça à la Cour suprême pendant l'appel, mais la Cour suprême nous a dit que le processus de liquidation n'a pas encore commencé. Donc, dès que on a perdu la bataille à la Cour suprême le 28 février, on a envoyé cette demande d'arrêter le procès de liquidation avant que la Cour européenne ne s'adopte la décision de notre appel 9988-13 qu'on a posé à l'année 2013. Donc, je parlais au début. Donc, et on va voir qu'est-ce que ça donne, vu ce que disent notre ministère des Affaires étrangères ce matin. Je ne suis pas très optimiste, mais quand même, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et donc, le Cour suprême va voir. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'imagine que vos différents... vous n'entendez pas? D'accord. Je disais merci à toutes et à tous pour vos interventions qui doivent susciter de nombreuses questions. On va passer tout de suite la parole à la salle. Je signale que Nikita Petrov est en ligne, hein, donc vous pouvez aussi lui poser des questions. Je ne sais pas s'il est en ligne tout de suite ou s'il va s'y mettre. Il est là. Ah oui, vous ne le voyez pas, mais il est là. Ah, il est là, d'accord. Pas encore. Il est là, il fait des signes positifs. Vous voyez là. C'est une question pour Nikita et peut-être aussi pour Natalia. Je travaille pour une institution qui est centrée sur la préservation des archives et la collecte d'archives. Comment on peut vous aider maintenant, aujourd'hui, après la décision du tribunal, la Cour d'appel, de vous interdire sur la question des archives de Mémorial, de quoi vous avez besoin actuellement? Вопрос от человека, который представляет организацию, работающую много с архивами и музейную организацию. Как вам можно помочь в отношении ваших архивов именно сейчас, в этой ситуации? Ну, в данной ситуации, конечно, все по-прежнему выглядит проблематично, но мы позаботились о безопасности архива, и, надеюсь, наши меры, в общем, достаточны. Но в любом случае мы всегда благодарны тем, кто помогает нам и советом, и делом. И держите с нами связь. Спасибо большое. Donc, nous avons, effectivement, c'est un problème, mais normalement, nous avons pris des mesures pour sécuriser nos archives. Nous espérons que ces mesures s'avéreront suffisantes, mais nous sommes toujours très reconnaissants à tous ceux qui nous aident par des conseils, par une aide pratique. Donc, restons en contact. У меня вопрос для тебя, Никита. Это Алан Блум. Это, об архиве снова, может быть, пока времени нет говорить об этом, но знаем, что архив Советского Союза, они в разных республиках и в России, что в России они были более закрыты, чем в Литве, чем в Украине, чем даже в Казахстане, кажется. Если сейчас процесс в России еще строгее закрыт архив,
связано с тем, что происходит сейчас. И у тебя есть ощущение, что они попробуют еще больше закрыть российские архивы. J'ai demandé jusqu'à quel point aujourd'hui un processus de fermeture encore plus poussé des archives en Russie avec les événements actuels. C'était correct en russe? Je sais pas. Алан, спасибо, рад тебя слышать. Знаете, когда мы говорим об архиве, вот в том числе архиве мемориала, государство сейчас имеет такие огромные проблемы, и эти проблемы будут возрастать, что, в общем, какое-то время, возможно, будет даже не до этой идеологической кампании наступления на открытость архивов. Они у нас сейчас, конечно, не так открыты, как в 90-е. И, конечно, нельзя сравнивать открытость российских архивов с архивами и в Украине, и даже в Казахстане. Но, знаете, никто вообще не знает, что произойдет послезавтра. Мы вступили в такую полосу исторической трагедии, что я не могу сказать, вообще выживет ли мир в тех условиях, в которых мы оказались. Российское гражданское общество – главная атака против него у государства. Посмотрите, Россия возвращается к средневековью цензуры. Мы сейчас с вами разговариваем благодаря новейшим средствам техники. Россия все эти средства техники, связи постепенно выключает, закрывает телевизионные каналы, закрывает возможность людям высказываться в соцсетях. Это полный мрак. L'État a de tels problèmes, et ces problèmes ne vont que grandissant, que probablement il n'aura pas beaucoup dans les jours ou semaines ou mois qui viennent. Ils n'auront peut-être pas vraiment le temps de poursuivre cette campagne idéologique qu'ils avaient commencé, conduisant à fermer les archives, à les rendre encore plus inaccessibles. Certes, aujourd'hui, les archives en Russie sont moins accessibles que dans les années 90 ou moins accessibles qu'ils ne l'ont été en Ukraine ou même au Kazakhstan. Alors, qu'est-ce qui va advenir? On ne sait pas, on est en train de vivre une tragédie historique, on ne sait même pas si le monde va y survivre. Une chose est sûre, en ce moment, c'est la société civile qui représente une cible importante de l'action de l'État russe. Et l'État vise, on assiste à l'introduction d'une censure extrêmement forte, et l'État est en train de nous priver de ces moyens techniques modernes qui nous permettent de communiquer comme on le fait actuellement en ce moment même. Donc l'État cherche à nous en priver en mettant fin à des réseaux sociaux ou à la télé indépendante, etc. У меня тоже есть вопрос для Никиты Петрова, если... Je m'appelle Ileana, je suis étudiante à l'université de Bologne en Italie et je suis stagiaire au CERSEC. Если могу я на русском, окей. У меня есть вопрос о будущей организации, как Мемориал и другие, которых были классифицированы как иноагенты. Как вы думаете, будет какое-то открытие в России, и если да, когда, или в будущее цензура будет быть еще сильнее? Спасибо. Ну, конечно, цензура сейчас разворачивается в полную силу, это во-первых. А во-вторых, будущее того, что государство называет иностранными агентами. Вот Наталья Морозова хорошо сказала об истории преследования мемориала, но я вам могу сказать, что есть принципиальное отличие между тоталитарными эпохами, а новая тоталитарная эпоха в России наступает. D'abord, la question qui portait sur l'avenir de l'association Mémorial et d'autres ONG désignées comme agents de l'étranger. Donc, quel avenir? Nikita répond qu'il
effectivement, la censure se renforce très considérablement. La question se pose de comment vont survivre ces agents de l'étranger. Natalia Morozova a présenté à juste titre l'histoire de l'usage de cette étiquette, mais ce qu'il faut souligner, c'est que là, on assiste à l'ouverture d'une nouvelle réalité totalitaire, d'une nouvelle ère totalitaire. Вот смотрите, качество подготовки иска прокуратуры, о котором уже Наталья Морозова говорила, абсолютно не только низкое, но и безграмотное. И они спокойно передают это в суд, и суд решает. Да, в России нет независимого суда. В советское время тоже не было независимого суда, но прокуратура, когда готовила даже диссидентские процессы и органы КГБ, они все-таки старались создать какую-то видимость хотя бы доказательности. Сейчас в России это не нужно, потому что наступило время полного бесстыдства и беззакония. И в этих условиях никто даже не стесняется и не пытается сделать вид, что эта законность соблюдается. Donc, Natalia Morozova a évoqué cette très faible qualité de l'inculpation. C'est vraiment... ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont préparé sont visiblement très incompétents. Mais on peut penser à ce qui se passait à l'époque soviétique. Bien sûr, il n'y avait pas, à l'époque soviétique, ni maintenant en Russie, il n'y a pas de tribunaux indépendants. Mais à l'époque soviétique, au moins, quand, par exemple, le parquet voulait inculper et condamner des dissidents, il cherchait à créer une apparence de légalité. Il travaillait sérieusement ces matériaux. Or, aujourd'hui, il n'y a même plus d'effort de créer cette apparence. C'est une illégalité qui triomphe de façon complètement éhontée. А военная агрессия, развязанная Кремлем против Украины, дает возможность теперь вводить все формы цензуры и расправиться с любыми элементами гражданского общества. Так что ничего, я бы сказал, удивительного не будет в том, что завтра давление против гражданского общества достигнет своих максимальных пределов. Это то, что мешает Кремлю вести агрессивную политику. Et maintenant, aujourd'hui, alors que la Russie a commencé une agression militaire contre l'Ukraine, cela sert de prétexte pour renforcer la censure et les persécutions visant la société civile. Donc, on ne sera pas étonné si demain, cette pression sur la société civile atteindra son maximum. Bonjour, Catherine Jurovski. Voilà, j'ai une petite question justement sur la répression sur les réseaux sociaux. Je souhaitais savoir dans quelle mesure, à l'identique de la Chine, la Russie contrôle ou ne contrôle pas, enfin jusqu'à quel point elle contrôle les réseaux sociaux, jusqu'aux messages WhatsApp et autres outils de messagerie. Oui, merci pour votre question. Je vais commencer à répondre. Peut-être mes collègues qui travaillent en Russie vont compléter ma réponse. Donc, en ce moment, je pense que les moyens de communication comme WhatsApp et Signal et Telegram sont toujours disponibles. Mais il faut savoir que toutes les sources des informations indépendantes, donc même les médias russes comme Radio Svoboda, Radio Liberté, Nastoyaщее время, Current Time et les autres sont fermés à l'audience russe. Il n'y a pas de la télévision indépendante qui reste, donc Dost, la seule télévision indépendante russe qui existait, est bloquée. Radio Echo de Moscou, la station de radio avec laquelle on a tous grandi, qui existe déjà 30 ans, a été liquidée. Et donc, mais je pense que c'est toujours possible de communiquer par WhatsApp et les autres moyens de communication. Je crois que les réseaux sociaux sont contrôlés
le réseau social russe VKontakte, ça c'est sûr. Donc, il ne faut pas l'utiliser jamais. Quant aux autres, donc c'est surtout les militants qui risquent parce que donc il n'y a pas de réseaux sociaux où je ne suis pas spécialiste technique, mais donc tous les commentaires, tous vos posts que vous écrivez en étant en Russie peuvent être contrôlés. Et vous risquez de procès verbal, d'amende ou de procès pénal. Tout dépend de ce que vous écrivez. Donc, même si c'est vous avez un account fermé, juste pour vos amis, c'est pas sûr du tout. Mais si vous écrivez des commentaires pour tout le monde, ou si vous écrivez un post pour tout le monde, oui, c'est dangereux. Excusez-moi. Je voulais juste ajouter ici, oui, j'ai oublié complètement le Facebook. C'est même pas clair parfois si c'est bloqué ou pas, parce que je vois des collègues russes qui sont sur Facebook. Il paraît que plusieurs utilisent VPN. Donc c'est un truc qui masque d'où vous accédez aux réseaux sociaux. Donc il paraît que Facebook marche toujours, mais bien sûr qu'avec les lois qui ont été mises en place maintenant, qui interdit par exemple les références à l'invasion ou l'agression, tu risques d'être persécuté par les autorités si tu parles de la guerre. Donc bien sûr que tout est contrôlé. Contact, c'est aussi intéressant parce que ma partenaire, elle utilise toujours le Contact et elle est harcelée beaucoup par les amis russophones, donc elle est harcelée tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas bloquée. Donc, il y avait des avertissements plusieurs fois, et son identité était vérifiée, mais elle a pu continuer à poster même des trucs assez, comment dire, cramola. Voilà, ok. Bonjour Nikita, c'est Marta Craveri. Bonjour. Voilà, je ne voulais pas poser une question, mais je voulais te remercier vraiment pour tes paroles, ton courage, parce que pour nous qui sommes loin, très loin de ce qui se passe, mais qui sommes très meurtris et préoccupés pour vous et pour nos collègues et amis ukrainiens, tes paroles sont très importantes et aujourd'hui nous font espérer que quand même, aujourd'hui, il y a encore des paroles libres qui peuvent s'exprimer en Russie et nous te remercions d'avoir été là avec nous et de t'avoir écouté. Спасибо, спасибо. И я думаю, что когда мы говорим о том, чем мы занимаемся, мы не можем бросить то дело, которым стали заниматься более 30 лет назад. Понимаете, вся жизнь моя и моих коллег, она связана с мемориалом, и, собственно говоря, нам некуда прятаться, и нам некуда отступать. Так что мы продолжим делать то, что мы делали. Спасибо. Donc, Nikita Petrov vient de dire, ça fait plus de 30 ans que moi, mes collègues de Mémorial, on travaille, on fait ce travail. On ne peut pas abandonner un travail comme celui-ci. C'est toute notre vie. On n'a pas où se cacher. On ne peut pas battre en retraite. Donc, on va continuer. Excusez-moi, j'avais une autre question. Comment est-ce qu'on évalue la connaissance du public russe des événements en cours? Est-ce qu'on a une petite idée alors je sais bien qu'il y a beaucoup de censure, etc., mais est-ce que l'information circule quand même malgré tout? Natalia? Oui, l'information circule, surtout avec VPN, déjà mentionné. Donc, il y a beaucoup de canaux Telegram, il y a justement Medusa qui travaille toujours malgré tout et
qui se sent plus libre maintenant. Il y a OVD Info de Daniel Belenson. Donc, Daniel Belenson a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de canaux en Telegram. Donc, pour l'instant, ça circule. Donc, on a peur que l'Internet sera coupé, que ce ne sera pas des Facebook ou des, je sais pas, des e-commerce, mais ce sera l'Internet qui sera coupé. Je ne suis pas technicien, je ne comprends pas comment ça peut se faire. Peut-être que c'est un modèle chinois, mais c'est le peur de tous les Russes maintenant. Je peux poser encore une question? Enfin, j'avais une question pour Natalia, une question pour Nicolo. Natalia, enfin, j'ai du mal quand même à me mettre dans la tête d'un juriste qui sait que le résultat est quasiment couru d'avance. Donc c'est là-dessus que je voudrais quand même que tu précises. Toi-même, quand tu te lances là-dedans, tu joues les questions de droit, etc. jusqu'au bout, mais tu as conscience de ça. Donc est-ce que dire au départ, de toute façon, c'est qu'il n'y aura rien, c'est pas aussi une possibilité? Et juste une question à Nicolo, parce que l'exemple du Kazakhstan, je trouvais très très intéressant, mais comment t'expliques qu'au Kazakhstan, il y ait cette dimension il n'y a pas d'illustration, etc., enfin, qu'il y a des continuités qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout, mais on pourrait dire qu'en Ukraine, ça aurait pu être pareil, parce qu'en Ukraine, il y avait aussi, c'est aussi souvent les communistes qui au départ, alors après ça a changé, mais disons que pourquoi le Kazakhstan et peut-être les autres républiques d'Asie centrale et pas les républiques occidentales dans ce modèle? Est-ce que ça tient, enfin voilà, est-ce que ça tient à des sociétés particulières, à des systèmes qui n'ont pas évolué? Donc, quant à la question, j'ai dit qu'on avait quand même une petite victoire en disant qu'on a enlevé toutes ces paroles de justification de terrorisme, extrémisme. Et pour moi, c'est quand même très important et ça valait le coup de battre quand même. Aussi, nous, comme notre équipe, c'est spécialiste de Cour européenne des droits de l'homme, on a travaillé surtout en visant la Cour des droits de l'homme. Enfin, maintenant, c'est peut-être ça peut paraître un peu bête, mais on a travaillé pour ça. Et en plus, je crois bien que c'était deux procès historiques qui entraient dans les manuels, et donc on voulait présenter tous en tous les détails, dans tous les moindres détails, et avec tous nos connaissances juridiques, disons. Oui, merci pour la question. Ce n'est pas vraiment une question de la différence parmi les républiques occidentales et les républiques orientales ou centrales. C'est plutôt que dans quelques pays, il y a eu une continuité du pouvoir central forte, et il était en Biélorussie, au Kazakhstan, au Ouzbékistan, mais pas au Kyrgyzstan, par exemple. Et au Tadjikistan, il y a eu une guerre civile dans les années 90. Mais certainement, la présence de gaz, de pétrole, de ressources très fortes qui pouvaient être concentrées, contrôlées par le centre pouvoir, au Turkménistan et au Kazakhstan notamment, ont aidé cette centralisation. Mais c'est intéressant que Nazarbayev, dans son pouvoir, il a un peu opéré une continuité dans la politique nationale du pays parmi des politiques soviétiques. Alors il a créé une centralité pour la nation kazakh. C'est clairement une république ethnique, un État national, pardon. Mais quand même, il a toujours souligné la nécessité d'intégrer les non-kazakhs dans une identité kazakhstanaise, mais en même temps encourageant l'immigration des Kazakhs ethniques de la Chine, de la Mongolie. 1 million d'entre eux, il est venu. Mais l'histoire du stalinisme, surtout la famine, n'a été jamais utilisée comme un facteur de nationalisation de discours public et pour des raisons claires de rapport avec la Russie.
Oui, Françoise Dossé, bonjour, merci pour toutes vos interventions. J'avais une question dans ce contexte si préoccupant, on ne voit pas vraiment d'avenir. Comment former les jeunes générations, les plus jeunes, à la fois au métier d'historien, mais aussi au métier de juriste, et à celui de défenseur des droits, c'est-à-dire voilà, comment travailler avec les plus jeunes maintenant pour essayer de préparer l'avenir quand même. À vrai dire, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Aucune idée, vraiment. Parce que hier, j'ai vu une blague russe qui disait que si vous pensez que vous êtes inutile, pensez aux étudiants en Russie qui font des relations internationales à ce moment-là. Donc, vraiment, je ne sais pas du tout. Déjà, apprendre des droits ce dernier temps était un peu dur parce que on avait normalement à Mémorial, nous avons des stagiaires qui arrivent en été pour nous aider quelque chose avec des dossiers. Et ce dernier temps, on les a interdits à souscrire à une organisation agent étranger. Et comme des défenseurs des droits humains, c'est que des agents étrangers en Russie, donc je ne vois pas comment ils peuvent avoir la pratique. Et en plus, avec la guerre maintenant, c'est encore pire, mais je ne sais pas, juste espérons. Merci pour cette question. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est de ne pas fermer les frontières. J'ai entendu plusieurs initiatives par les facultés des universités internationaux qui, en fait, ont refusé d'accepter les étudiants russes. Je pense que c'est une erreur. Il faut accepter les étudiants russes dans les universités étrangères. Si vous parlez de formation déjà au niveau universitaire, au niveau des écoles, oui, c'est vrai que je ne vois pas vraiment, je ne suis pas trop optimiste. Non, mais ça existe. Ouais, j'ai vu l'université de Tartu, par exemple, ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter des étudiants russes. J'ai des collègues dans les facultés de droit international qui ont dit que je ne veux pas travailler avec les collègues russes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations fausses, il n'y a pas tellement de russophobie, mais il y a quand même des initiatives très, très étonnantes. Et il ne faut pas fermer, isoler les sociétés civiles russes, les étudiants russes qui veulent étudier à l'étranger. Ça me fait penser à une autre initiative à propos de l'éducation, parce qu'il y a 2 ans, quand les profs de Vyshka, les profs de droit de Vyshka étaient virés de Vyshka justement, ils ont organisé l'université libre. Ils donnent des cours en Zoom et tous les semestres, ils ont genre 40 cours pendant le semestre. Donc, et pour postuler, il faut juste la lettre de motivation. Et j'ai suivi 2 cours là-bas et c'était très bien. Et en plus, c'est des droits de l'homme, c'est le droit constitutionnel, c'est l'histoire, c'est un peu tout. Et il n'y a pas aucune limite, donc, ni d'âge, ni de géographique. Donc, dès qu'il y a Internet, on peut participer. Avant de conclure, peut-être juste, moi j'avais aussi une question, si vous permettez. Une petite question pour revenir sur le regard porté par la société civile sur Mémorial aujourd'hui et pour savoir quel a été l'effet de ces derniers procès, puisqu'ils ont été extrêmement médiatisés et en Russie aussi. Oui,
je m'adresse à vous tous, pour savoir si, d'abord on dit toujours le pouvoir, l'État, est-ce qu'il n'y a pas encore un peu de relief entre les autorités locales? Est-ce que la hiérarchie du pouvoir et de l'affrontement est totale, ou est-ce qu'il y a des attitudes un peu différentes entre les autorités à l'égard de l'association, de l'ONG? Et puis, voilà, est-ce qu'il y a des formes de soutien, où vous sentez qu'il y a eu une écoute particulière avec ces derniers procès qui étaient quand même très, très importants? Alors, donc, да, Никита, вопрос был в том, что как бы мы видели, что вот эти последние суды над мемориалом, они имели большой общественный отклик, и как российское общество на это реагирует, и нельзя ли, например, заметить какую-то разницу в подходе между той линией, которой придерживается центр, и, может быть, на местах властные структуры могут немножко по-другому себя вести. Знаете, дело в том, что общество российское очень дифференцировано и очень небольшой, и на самом деле, к сожалению, не так влиятелен и значителен тот слой, который мемориал поддерживает. А основная масса населения воспитана в духе психологии футбольных болельщиков, которые болеют за свою команду. Они говорят, неважно, права моя команда или не права, это моя команда, я за нее буду болеть. И поддержка населением даже самых диких и чудовищных инициатив, она, к сожалению, является реальным фактом. Donc malheureusement, la société russe est très différenciée et malheureusement, ce groupe ou cette couche qui soutient Mémorial, cette couche est bien fine, alors que la majorité de la société russe ressemble à des tifosi, des supporters d'une équipe de foot russe qui acceptent tout tant que c'est leur équipe qui marque les buts. Et donc, voilà, et ça va jusqu'au soutien des politiques les plus révoltantes, horribles de l'État russe. И более 1,5 десятилетий населению с помощью средств массовой информации промывали мозги. Это дает свой эффект. Население готово следовать любым призывам власти, и население очень озлоблено именно с помощью этой пропаганды против заграницы. Слово «иностранный агент» для них является своего рода ярлыком. И с этим довольно трудно бороться. Просвещенная часть населения, конечно, ни во что подобное не верит. Donc, il faut aussi rappeler que ça fait déjà une quinzaine d'années que ce lavage du cerveau continue. La propagande a des effets importants. Une partie de la population russe est très remontée contre l'étranger. Et pour ces gens-là, l'étiquette d'agent de l'étranger, c'est quelque chose de bien réel. Et il est très difficile de s'y opposer. И последнее. Провинция в России тоже очень разная. Есть такие регионы, которые опережают Москву своей злобной репрессивной политике. А есть регионы, где еще, в общем-то, стараются соблюдать некоторую осторожность. Это очень, я бы сказал, неровная картина. Et puis, il faut aussi rappeler que les régions russes sont très différentes, très variées. Il y a des régions qui dévancent Moscou dans leur politique agressive à l'égard de Mémorial ou de la société civile, et puis d'autres qui se montrent plus réticentes, plus prudentes. Merci beaucoup pour votre réponse. Nathalie, vous ne voulez pas ajouter quelque chose? Bon, d'accord. Ben, écoutez, merci à tous pour avoir participé à cette table ronde.